Merci de nous rejoindre sur Radio J, toute l'actualité de 6h à 9h et à présent place à nos invités. On est très heureux de les recevoir. Déjà 1 an qu'elles ne nous avaient pas rendu visite dans ces beaux studios de Radio J. Elles ont beaucoup de succès, toutes deux à la tête d'une boîte de conseil, Élise et Julia. Elles ont leur propre agence de communication. Elles sont fondatrices, productrices de plusieurs podcasts, dont le fameux Coming Out, dont on va parler sur Radio J. Julia Layani et Élise Goldfarb, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. Ça va, c'est pas trop tôt ce matin pour vous ? C'est toujours assez tôt, Radio J, mais vous savez quoi, on vous aime, donc on est... Ah bah ça fait plaisir. Et on accueille aussi Nina Azoulay qui est avec nous en studio. C'est notre sniper du jour. La dernière fois, c'était David Azria. Et aujourd'hui, eh bien, la parité, c'est Nina. Ça va, Nina ? Ça va et toi ? Eh bien, ça va très bien. On est très heureux aussi d'être avec toi ce matin. Et on vous remercie en tout cas d'être là, les filles, avec nous. Il y a beaucoup de choses à dire ce matin. Alors, la dernière fois, vous étiez venues en pleine campagne présidentielle pour nous parler du podcast présidentiel. Et aujourd'hui, eh bien, vous venez pour la sortie de ce livre, un Coming Out, très belle couverture sur lequel vous travaillez. Donc, ce podcast depuis 4 ans maintenant, je crois, depuis fin 2019, c'est ça ? Oui, exactement. 2020, quoi, post-Covid. Ouais, diffusé sur Spotify. On est en 2023 et on pensait que le coming out devenait plus facile. Malheureusement, on peut mourir aujourd'hui parce qu'on est gay, parce qu'on est trans. C'est ce qu'on peut vous entendre dire, notamment dans ce podcast. C'est vraiment un cri du cœur, on le sait, et c'est aussi un livre très personnel puisqu'il y a une préface où vous racontez un petit peu vos vies au début. Alors pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui l'ignorent, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement plus clairement ce projet ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer Coming Out ? Eh bien, ce qui nous a donné envie de créer Coming Out, tout simplement, c'est le fait que nous, on est grandi dans des milieux assez religieux, assez pratiquants, juifs, et que l'homosexualité n'existait absolument pas quand on était petite. Or, il s'avère que nous appartenons à cette team, à cette équipe de gens, d'humains. Donc, nous sommes homosexuels. Et on a voulu, du coup, créer un recueil de Coming Out de toutes les personnalités célèbres, parce qu'on se dit que si on crée des représentations, on se sent moins seul. Et c'est vrai que quand on était petite, on se sentait très seul, donc... on s'est dit qu'on allait créer l'opportunité aux gens de se sentir moins seuls, à nos petits frères, petites sœurs. Ouais. Alors, on va justement évoquer la question de la représentation. Le but à terme, c'est qu'on ne dise plus aussi coming out finalement, qu'il n'y ait plus cette notion d'aveu aux autres, cette injonction d'annoncer qui on est, chose qu'on ne demande jamais par exemple à un hétérosexuel, c'est vrai. Et vous posez même les questions, alors on parlera plus tard du rapport à la religion. Est-ce un crime pour lequel on doit se confesser ? Pourquoi devrait-on avoir à se justifier ? Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est toujours un aveu, c'est toujours un moment. En fait, le coming out, c'est un moment auquel on doit se préparer et qui ne se passe dans la plupart des cas, rarement bien, dans tous les témoignages qu'on a pu mettre dans le livre, mais également dans le podcast. Voilà, c'est vraiment un catalogue de coming out. Il y en a peu qui se passent bien, surtout dans des communautés assez fermées. C'est toujours un moment, quoi. Alors, on imagine que c'est pas évident pour les participants aussi de se livrer à cœur ouvert, parce que ce sont quand même des parcours très personnels. Et vous aviez expliqué la dernière fois que vous aviez justement choisi l'outil, le podcast, plutôt que YouTube, par exemple, pour faire parler les gens. Mais est-ce que ça a quand même été compliqué d'avoir des témoignages ? Est-ce que vous avez eu des refus et vous en avez peut-être encore ? Bien sûr, on a toujours des refus de plein de gens parce que aujourd'hui, quand même, faire son coming out, c'est une déclaration qui est risquée. C'est-à-dire qu'il y a des membres du gouvernement, par exemple, qui ont peur de perdre leurs électeurs. Il y a des artistes qui ont peur de perdre leurs acheteurs, leurs auditeurs. Ils vous l'ont dit ? Ouais, bien sûr. Il y a des comédiens et des comédiennes qui ont peur de perdre des rôles parce qu'ils sont homosexuels. Donc voilà. Ouais. Et on peut aussi ajouter le fait que on a eu beaucoup de mal à trouver des femmes dans ce podcast. Alors on essaye, nous, à chaque fois qu'on fait un projet, d'avoir une parité assez égalitaire et totale, mais dans ce projet, ça a été assez difficile. Les femmes ont toujours du mal à faire leur coming out, dû effectivement un lien logique, le patriarcat, le fait qu'elles sont soumises à des discriminations déjà en tant que femmes, et donc elles ne veulent pas se rajouter, je pense, une autre discrimination d'être queer. Et c'est vrai que les femmes, voilà, ont du mal à être queer, à se dire au monde vous dites, gay, homosexuel. Elles ne sentent pas forcément légitimes en fait pour en parler, ou ont peur des répercussions plus que les hommes. C'est ce que vous dites. Fait, on a remarqué, et surtout dans le livre, parce que le livre, évidemment, le podcast, c'est vraiment des moments parlés. Le livre, c'est des moments écrits où elles ont pu se relire ce qu'elles ont dit. Et souvent, même parfois des femmes qui ont fait le podcast, on refuse d'être dans le livre parce que effectivement, quand elles relisaient leurs témoignages, elles avaient peur des retombées de ce qu'on allait dire d'elles. Et c'est un comportement féminin, je pense, plus que les hommes qui ont accepté tout de suite. Même parfois, bien sûr, ils ont tous relu leurs témoignages avec plaisir, mais ils
ils sont plus enclins à faire leur coming out que les femmes. Alors, difficulté à obtenir des témoignages de femmes. On comprend aussi que faire son coming out ajoute parfois des discriminations à d'autres discriminations. Trouver des personnes non blanches pour participer a été mission quasi impossible. C'est ce que vous écrivez. Alors, comment vous l'expliquez, ça ? Bon, déjà qu'il y a très peu de personnes racisées qui sont connues en France. Bon, je sais pas si le terme racisé est un terme apprécié sur Radio J, qui est plutôt... Mais en gros, c'est vrai que c'est dur de trouver, pour un podcast qui parle de coming out, des personnalités qui sont non seulement connues, mais en plus juives, en plus musulmanes, en plus noires, en plus asiatiques. C'est-à-dire qu'on ajoute au fait que les gens soient des hommes et des femmes une discrimination qui fait qu'ils n'ont pas envie de se rajouter encore à ça, d'être gays. Ouais. Et finalement, il y a des personnages qui racontent aussi leur parcours. Par exemple, Bilal Hassani, ça a été très compliqué pour lui. Bah oui, ça a été très compliqué. C'est des choses qui sont très compliquées quand on appartient à une communauté quelle qu'elle soit. Je pense que là, on est par exemple sur Radio J. Il y a énormément de travail à faire dans la communauté juive et je pense qu'il y a beaucoup de comédiens aujourd'hui qui sont juifs. Qui ne font pas leur coming out et des comédiennes, ou alors qui vont pas oser s'exprimer sur certains sujets aussi parce qu'ils sont juifs. Pas seulement le coming out. C'est la raison pour laquelle on a voulu interviewer dans le livre et dans la saison 3 du podcast des représentants religieux, à savoir le recteur de la Grande Mosquée de Paris, le prêtre de la basilique de Saint-Denis et le rabbin de la synagogue de Neuilly-sur-Seine, qui sont dans le livre. Mickaël Azoulay d'ailleurs, qu'on salue. Et on a voulu discuter avec eux de la communauté et de l'homophobie dans les communautés. Et on va justement en parler du rapport à la religion. Alors pour revenir à votre parcours, dans votre adolescence, vous dites avoir subi une absence totale de modèles auxquels se référer. Qu'est-ce qu'une relation entre femmes ? Comment doit-on s'y prendre ? Peut-on se projeter dans la société avec une fille ? Et vous dites même quelque chose d'assez terrible. Nous avons dû attendre d'avoir au moins 25 ans pour vivre finalement ce que les hétéros connaissent à l'âge de 15 ans. En fait, c'est une vraie solitude, quoi. Ben oui, ce qu'il faut comprendre, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont parents, c'est que quand on est homosexuel et qu'on est enfant, vu qu'on ne peut pas exprimer nos attirances, toutes nos copines dans la cour de récré, elles vont être amoureuses du beau mec dans le nouveau film Netflix qui vient de sortir. Nous, on n'a pas ça et on l'avait certainement pas quand on était petite. Alors, faisiez semblant, quoi. Voilà, et en fait, c'est des années qui sont très charnières, les années du lycée, les années des colonies de vacances, pour trouver l'amour, se construire intellectuellement et émotionnellement. Et en fait, quand on est homosexuel, on se construit émotionnellement quand on arrive à se libérer. Et dans la communauté juive, il y a des gens qui n'arrivent toujours pas à se libérer à 50 ans. Et donc, oui, énormément de gens qu'on peut avoir dans nos entourages. Nous, on a plein d'exemples d'amis qui sont évidemment encore dans le placard parce qu'ils ont peur des répercussions familiales, de la pression sociale et de leur entourage. Et c'est vraiment propre aux communautés. Mais on pense que c'est propre à la communauté juive, mais évidemment aux autres communautés, toujours aussi fermées. Et il y a un souci d'éducation. Sur Internet, par exemple, vous expliquez que quand on tape lesbienne sur Google, les premiers résultats, c'est des sites pornographiques. Bien sûr. Il faut savoir que la première catégorie, je dirais, Pornhub, elle correspond au mot lesbienne. Donc en fait, le mot lesbienne, déjà, il est très difficile à prononcer pour même toutes les femmes parce qu'il représente énormément de choses et à savoir des choses assez sexualisantes comme le porno, quoi. Donc il y a quand même du travail à faire aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux. Bien sûr, et dans la culture aussi parce que c'est vrai que lorsqu'on a des exemples de films lesbiens, déjà, ils ont pour la plupart été réalisés par des hommes et donc c'est vrai que la vision des hommes sur ce sujet des lesbiennes est toujours ultra sexualisante alors que on aimerait aussi voir des fictions où des femmes juste s'aiment et ne sont pas sursexualisées, juste c'est une histoire d'amour cool, quoi. Coming out de ce podcast est donc né le livre publié aux éditions Stock. C'est donc la retranscription par écrit de ces podcasts, hein. C'est le témoignage sans filtre de nombreuses personnalités, vous l'avez dit, Bilal Hassani, Pomme, Jérém Star, Edith de Pretto, beaucoup d'autres. Est-ce qu'il y a des épisodes qui vous ont particulièrement marqué, des parcours qui vous ont ému, des personnalités qui vous ont vraiment ému et marqué? En fait, je dirais que c'est pas tous les parcours nous ont émus, tous les épisodes nous ont émus. Évidemment, l'épisode de Nathan dans la saison 1 nous a particulièrement émus parce que il est juif et que c'est de là qu'on vient et que c'est quelque chose qui nous a directement parlé. Après, je pense que ce qui nous a ému au global, c'est que là, on est dans une époque où il y a un mouvement de personnes qui disent qu'on parle trop des LGBT, qu'on nous voit trop, qu'on est partout. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça fait penser à un argument qu'on utilise pour les juifs. Ils disent qu'on est partout. Mais en fait, nous, quand on était petites, les LGBT, ils étaient nulle part. Et vu qu'ils étaient nulle part, on était très malheureuses. Et il y a des gens qui disent « vous allez convertir nos enfants ». C'est ça, ouais. Mais en fait, nous, toute notre enfance, on a grandi avec
on a grandi avec 100% de contenu hétérosexuel. Pour autant, nous ne sommes pas devenus hétérosexuels, nous sommes lesbiennes. Donc, si on donne des contenus un peu LGBT à des enfants, est-ce que ça va les rendre gays ou trans ? Non. Nous, c'est ça qui nous émeut dans ce podcast, c'est de montrer qu'en fait, c'est pas un choix tout ce qui est en train de se passer. C'est pas un choix d'être gay pour toutes ces personnes qui viennent de tous ces milieux. Donc les débats sur la cancel culture, le fait qu'on mette des personnages de plus en plus différents dans les séries, dans les dessins animés, pour vous, c'est un non-débat en fait. Pour nous, c'est capital. En fait, c'est le sujet le plus important. C'est qu'il faut qu'on montre aux enfants qu'ils ne sont pas tout seuls. Qu'est-ce que ça permet ? Non pas de les rendre homosexuels, juste d'éviter des dépressions, d'éviter peut-être des suicides. En tout cas, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Rassurez-vous, les parents qui écoutent, si votre enfant est gay, il fera son coming out quoi qu'il arrive, en fait. S'il est hétéro, il sera hétéro. Le mieux qui puisse lui arriver, c'est de faire une expérience, et d'ailleurs, je leur souhaite. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que créer des représentations, ça leur permet juste de ne pas passer par les années d'errance catastrophiques par lesquelles nous, on est passés, par lesquelles nos copains sont passés. Il est temps que ça change. Si vous voulez pas que vos enfants soient en dépression, il faut vraiment vous dire que ce n'est pas une menace, c'est juste de la pédagogie, en fait. Et surtout, pour ne pas provoquer des dépressions et des suicides, parce qu'on rappelle quand même qu'il y a un petit garçon de 13 ans qui s'est suicidé, Lucas, le mois dernier, qui a vraiment provoqué une émotion nationale. C'est absolument révoltant, bien sûr, évidemment. Tous les épisodes de la saison 3 lui sont dédicacés parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous a touchés en plein cœur et c'est exactement pour ce genre d'événement qu'on fait ce travail-là. Vraiment, si on peut parler à notre communauté, à la communauté juive aujourd'hui, quand vous êtes le soir à la table à manger avec vos enfants, ne dites pas de propos homophobes pour ne pas provoquer chez vos enfants ce genre de drame et dans vos familles. Ne soyez pas homophobes, tout simplement. On revient à ce podcast, donc on parle des personnalités, mais donc vous parlez de cet épisode avec Nathan, justement vous faites aussi parler des gens ordinaires, Rina, la mère juive, Camille née par PMA, Jean-Jacques de la Manif pour tous à la Pride. C'était aussi important d'entendre ces personnes-là, et si aujourd'hui des auditeurs nous écoutent et veulent peut-être raconter leur coming out, c'est possible. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que les personnalités françaises, elles représentent pas non plus toute la société, et il y a des sujets qui nous tenaient à cœur particulièrement, comme la religion, que ce soit l'islam, le judaïsme ou le christianisme. Donc on est allé chercher des personnes qui n'étaient pas connues, comme on dit, pour parler de ça. Mais après, non, pas tout le monde peut participer, malheureusement. On essaye vraiment de faire un truc. Le but, c'est que peu importe où tu te trouves, tu te dises que tu puisses te dire que ton idole est homosexuel et que c'est OK. Exactement, et on a voulu créer des représentations, pas seulement pour la majorité évidemment, mais pas seulement pour la communauté LGBT, mais aussi pour leur entourage, donc notamment des parents qui peuvent s'inspirer de témoignages d'autres parents qui sont en galère évidemment. Enfants, Alors, vous parliez de la mort de Lucas. C'est vrai, malheureusement, l'homophobie tue encore aujourd'hui, en 2023. Donc, ce jeune collégien de 13 ans qui a mis fin à ses jours après avoir été harcelé à l'école. Une campagne de sensibilisation contre l'homophobie, justement, à l'école sera lancée en mai prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Vous trouvez, malgré tout, qu'on va donc encore trop lentement, que le gouvernement, peut-être, n'en fait pas assez pour lutter contre ces phénomènes? Et si oui, comment faire? En fait, ce n'est pas une question de gouvernement, c'est une question de culture. C'est la culture qui est trop en retard. Je veux dire, quand il y a des pays dans lesquels on va, par exemple aux États-Unis, je me rappelle, on disait à une amie, quand on a lancé Coming Out, qu'on lançait Coming Out, elle vit à Los Angeles, elle me dit, mais comment ça, vous faites un podcast qui s'appelle Coming Out? Ça n'existe plus, le Coming Out chez nous. Et nous, on en est encore là. Donc, c'est la culture qui doit changer. Évidemment que le gouvernement, il a un rôle à jouer dans le changement de la culture. Mais la culture, elle nous appartient à tous. Donc, c'est à nous de créer des films. C'est la société civile. Exactement. À nous de créer des programmes quand on bosse dans des musées, des expos. Par exemple, le Mémorial de la Shoah a très bien compris ça. Ils ont organisé une expo justement sur les LGBT qui étaient aussi internés dans les camps de concentration pendant la guerre. C'est créer de la visibilité, en fait. Non, mais c'est très bien qu'il lance une campagne de sensibilisation, mais j'aimerais rappeler que dans le cas de Lucas, donc de ce petit garçon qui s'est suicidé, l'école entière et le cadre des profs, etc., étaient absolument au courant que cet enfant se faisait harceler. Or, ils n'ont rien pu faire face à cette horde de haine qui s'est passée sur les réseaux sociaux, etc., et sur son pauvre téléphone à ce petit garçon. Le cadre des profs était au courant, on le rappelle. Donc, une campagne de sensibilisation, c'est bien, mais il faut vraiment aller plus loin. Sur le terrain, directement. Il faut donner les armes aux gens et aux parents surtout. Dans le cadre pédagogique, c'est ça. Alors, on évoque le rapport à la religion juive. Notre approche de l'homosexualité s'est construite autour de tous les interdits qui découlent du monothéisme. Nous savons que l'un des derniers boucliers et arguments des homophobes est la religion. C'est ce que vous écrivez. Est-on moins juif, moins musulman ou catholique qu'un autre quand on est gay ou trans? C'est une question que vous êtes vraiment posée dans votre jeunesse, dans votre adolescence. Quand on grandit dans des milieux croyants et pratiquants, c'est une des premières choses à laquelle on pense. Oh mon Dieu,
mais je vais déshonorer ma famille. Je trahis Dieu, je le malmène. Bah, il y a écrit texto, vraiment dans les livres sacrés, que l'homosexualité est une, par exemple, abomination. Dans la Torah, c'est écrit comme ça, dans les autres textes. Mais lorsque l'on a été voir les représentants religieux, ils ont quand même nuancé ces propos et ils ont quand même, vous le découvrirez, mais tenu des discours assez ouverts sur la communauté LGBT. Et vraiment, on les remercie, on en est super contents. Ouais, ils ont été sincères parce qu'ils ont dit la vérité des textes. Donc, Michael Azoulay, rabbin de Neuilly-sur-Seine, Claude Charvet, prêtre de la basilique de Saint-Denis, Shemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Leurs explications donc, vous ont étonné, vous ont surpris. Est-ce que vous avez trouvé des similitudes aussi peut-être dans leurs témoignages ? Bien sûr, toutes les 3 religions monothéistes ont à peu près la même base. Déjà, une des bases est qu'ils ne parlent pas des femmes. Bien sûr. Bon, on bénéficie d'un vide juridique. Mais ça, c'est intéressant parce qu'ils parlent beaucoup de l'homosexualité masculine finalement dans la Torah, mais jamais de l'homosexualité féminine. De toute façon, la Torah, quand elle parle des femmes, voilà. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que les femmes sont pas si importantes dans la religion, mais bon, ça c'est un autre débat et je pense qu'il y a des gens qui aiment pas ce qu'on va dire, ou ce que je viens de dire. Mais non, ce qu'on réalise surtout, c'est que ce qu'ils nous disent ces représentants, c'est qu'évidemment, il y a une interdiction sur l'homosexualité, mais en fait, il y a tellement d'interdictions dans la religion qu'au bout d'un moment, on est des humains. L'humain est fait de défauts et de qualités. Il ne peut pas tout faire. Et ce que dit Michael Azoulay, je trouve que c'est hyper important, c'est qu'on est comme on est, en fait. Et qu'il faut s'aimer comme on est, et que c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on n'est pas juif. Au contraire. Et que c'est très rare pour lui de voir des personnes LGBT se présenter dans sa synagogue à Ansel, à Neuilly-sur-Seine. Mais en fait, il faut oser. Je pense que le jour où les homosexuels diront, tu sais quoi, en fait, je suis juif, je crois en Dieu, je suis pratiquant. Oui, être gay, c'est un péché, mais divorcer aussi, il y a un moment où c'était un péché, en fait. Et aujourd'hui, tout le monde le fait. L'infidélité aussi, c'est un péché. Je pense que si tu rentres dans une synagogue, il y a quand même beaucoup de mecs qui ont trompé leur meuf et vice-versa. Pourtant, ils sont pas au banc de la communauté. Donc en fait, il faut que les LGBT commencent à réinvestir les lieux de culte pour se réapproprier leur foi, en fait, leur judéité, leur islam et leur christianisme. Ouais. C'est assez rare quand même que les chefs religieux prennent la parole sur ces sujets-là. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est prendre des représentants qui sont assez orthodoxes, qui sont vraiment entendus dans leur communauté. Qui sont crédibles, ouais. Qui sont crédibles, c'est ça. On a énormément de respect pour les libéraux, évidemment, mais en tout cas, voilà, dans le cadre de Michael Azoulay, voilà, on voulait vraiment un orthodoxe. Et donc... et surtout, on a appelé Chaim Corsia, le grand rabbin de France. Ouais. Qui nous a envoyé vers Michael Azoulay. Il nous a dit... C'est lui qui est chargé des questions sociales. Exactement. C'est ça. Et en fait, voilà, donc pour toute la communauté LGBT qui se sentent juifs et qui appartiennent à la communauté juive, vous avez un exemple de rabbin qui est Michael Azoulay que vous pouvez aller voir, qui est ouvert à la question et qui vous répondra à vos questions avec respect et ouverture d'esprit. Et d'ailleurs, je me demande si ce serait pas le rôle d'associations jeunes comme, je sais pas, l'UEJF, de créer des listes de safe place pour les personnes LGBT dans la communauté juive. Il y a une association qui s'appelle Traverim, mais je sais pas. Mais bien sûr, mais ce serait bien qu'il y ait des associations un peu religieuses, un peu croyantes, qui nous fassent une liste des rabbins qui sont OK pour parler de ces sujets et qui vont pas essayer de nous envoyer dans des thérapies de conversion, en fait, parce que ça existe encore. Bien sûr. Parce que le Bet Traverim, c'est une association qui est quand même déjà assez libérale et c'est vrai que les croyants n'y vont pas par réflexe. Alors, il y a une autre question que vous abordez dans ce livre, c'est la transidentité. Ça, c'est un sujet aussi sur lequel je souhaitais avoir votre point de vue, parce qu'aujourd'hui, on voit dans certains cercles féministes, il y a des divisions, il y a des féministes radicales qui ne supportent pas, et je peux citer Dora Muto, je peux citer Marguerite Stern, qui ne supportent pas que des hommes aujourd'hui deviennent des femmes, fassent des compétitions sportives. Elles dénoncent beaucoup de choses, elles se font même insulter, du coup, pour ces idées, elles sont traitées de transphobes. Quel regard vous portez sur ces divisions-là dans les cercles féministes, justement ? Écoutez, déjà, on parle d'un sujet qui concerne combien de personnes en France ? Est-ce que vous savez combien de personnes transgenres en France ? Dites-nous. 10 000 personnes, 15 000 personnes tout au plus. C'est rien, en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'on les fait chier de une ? Et de deux, oui, il y a des débats au sein de la communauté féministe. Nous, on adore le débat. Mais je pense aussi qu'il faudrait un peu lâcher la grappe de cette minuscule communauté. En fait, si vous voulez, pour nous, c'est pas un choix. Si demain, tu veux faire une transition... Le parcours est tellement long, le parcours est tellement chiant, les conséquences sont tellement compliquées qu'en fait, pour nous, tu fais pas ça parce que c'est une mode. En fait, tu ne peux pas. Au bout d'un moment, dans le parcours médical, c'est tellement compliqué que si tu as le choix, tu le fais pas. Donc,
c'est souvent la preuve d'un grand mal-être. Il y a énormément de gens qui font leur coming out trans aujourd'hui à 50 ans. Je pense que quand à 50 ans, c'est-à-dire quand t'es passé par un mariage, des enfants, quand tu fais quand même ton coming out trans, c'est vraiment la preuve que t'es prêt à tout et que c'est un mal-être profond. Faut avoir un certain courage. Ouais. Voilà. Et nous, on le respecte et on pense qu'il y a de la place pour tout le monde et que voilà. Nina, vous souhaitez réagir? Ouais, je veux juste dire pour ceux qui ont moins de 18 ans, parfois ils peuvent se tromper quand même, non? Oui, mais aujourd'hui, à moins de 18 ans, tu ne peux rien faire. En France, en tout cas, tu peux pas. Mais il n'y a pas un truc qui stoppe les hormones, je sais pas quoi. Non, mais en fait, les stoppeurs d'hormones, déjà, quand tu les prends, tu peux les arrêter et tes hormones reviennent de manière assez naturelle, en fait. Mais la loi française, on est dans un pays hyper conservateur. Pour l'instant, vraiment, à partir de 18 ans, avant 18 ans, tu ne peux absolument rien faire. Alors, la troisième saison de Coming Out a été lancée. 2 premiers épisodes, je crois. Laurent Ruquier et la journaliste Lorraine Bastide. Je crois d'ailleurs c'était hier la diffusion. Et depuis, vous avez eu beaucoup de retours et le programme a été adapté dans plusieurs pays à l'international. J'ai lu ça. Oui, notamment au Mexique. Absolument. Incroyable, donc, nous avons nos homologues LGBT du Mexique qui ont pu faire Coming Out et on espère peut-être dans d'autres pays du monde entier. Alors, vous êtes toujours suivis par la même équipe sur Spotify, une équipe de femmes d'ailleurs. Ah ouais, on les adore, on les embrasse, on les aime. Anaïs, Claire et toutes les autres, Laura. Qui vous laissent une grande liberté. Ouais. Et donc ça n'a pas de prix. Alors, d'autres projets cette année, même si je sais que vous n'êtes pas des grandes teaseuses, est-ce que vous avez peut-être des projets à nous annoncer, à nous dire sur Radio J? Nous, on n'aime pas se mettre l'œil, voilà. Donc, on n'annonce pas nos projets, mais voilà, on a ce livre qui sort aujourd'hui. C'était important pour nous de faire un livre de ce podcast parce que pas tout le monde écoute des podcasts et que le livre, en fait, c'est un objet, c'est quelque chose qu'on peut offrir, par exemple si on est parent, qu'on peut acheter pour se renseigner sur la question, qu'on peut offrir à un parent ou à un proche pour lui faire passer un message. Et puis c'est un bel objet à mettre dans sa bibliothèque. Nous, vous savez, on a vécu dans des familles avec beaucoup de pudeur, on pouvait pas forcément dire les choses, donc vraiment offrir un objet ou envoyer un podcast, c'est vraiment un acte qu'on fait sans parole et donc avec beaucoup de pudeur, donc offrez ce livre. Eh bien merci beaucoup Élise et Julia, merci d'avoir été avec nous, j'espère qu'on a pu tout dire, aborder tous les sujets, en tout cas Coming Out c'est le titre de ce livre qui est sorti, qui sort aujourd'hui d'ailleurs aux éditions Stock ce mercredi 8 février, et je vous dis à très bientôt peut-être pour un nouveau podcast, une nouvelle idée, un nouveau livre. Merci beaucoup. À bientôt.